Bonjour, ici Pierre Serry, patron des éditions Kotoji. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de la BD d'Asie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du métier de traducteur, donc de la traduction et plus particulièrement, enfin, et aussi également de l'adaptation, qui sont deux choses différentes et que je voulais évoquer avec vous. Alors, la traduction, bon, vous savez, c'est assez simple, hein. Concrètement, on reçoit un titre dans sa langue asiatique, donc nous on reçoit des titres essentiellement de langue chinoise. On va essayer de trouver de bons traducteurs pour bons projets. Pourquoi de bons traducteurs pour bons projets? Alors je vous explique. On a eu une grosse difficulté, par exemple, enfin, d'abord, on va commencer par ça. Si on prend l'exemple de Pocket Chocolate, hein, le titre That Moment Maybe, c'est un titre de Chine continentale, sur des sujets un peu contemporains, sur des personnages soit lycéens, soit trentenaires, etc. Donc c'est entre guillemets assez simple à traduire. Ce sont des textes en chinois simplifié. Bon, je vais pas vous parler, je vais pas détailler sur le chinois simplifié, le chinois traditionnel, mais sachez que voilà, c'est des caractères qu'on enseigne beaucoup dans les études, ouais, quand on apprend chinois. Donc c'est relativement simple entre guillemets à traduire. De l'autre côté, on peut se retrouver avec un titre comme Blood and Steel, qui est un titre de wuxia, donc c'est un titre de chevalerie, avec des histoires d'arts martiaux, d'énergie, et la description très précise d'armes dans ce titre. Donc si vous voulez, quand on a été aller chercher un traducteur pour ce titre, enfin pour les titres de Pocket Chocolate, parce que pour celui-là, du coup, c'est le même traducteur qu'on a pour Blood and Steel, mais ça a été, c'est assez simple entre guillemets de trouver un traducteur pour traduire. Ça, c'est nettement plus compliqué. Je vois un éditeur comme par exemple Book and Manga, quand ils ont fait aussi pareil des titres d'arts martiaux, il fallait trouver un traducteur coréen qui devait être sacrément bon pour traduire des combats, etc. Donc c'est en soi pas hyper évident. Sur Blood Steel, par exemple, quand on a été face à cette problématique, on a échangé avec quelques traductrices qui nous ont dit bon, on peut essayer, mais on vous garantit pas que voilà, on y arrivera forcément. Parce que vraiment il y a des termes hyper spécifiques, ça demandait énormément de boulot, sachant que là on avait aussi également euh, dans Blood and Sea, c'est un titre hongkongais, et comme à Taïwan, en fait les caractères chinois ne sont pas des caractères simplifiés chinois, ce sont des caractères traditionnels. Donc tout le monde n'est pas forcément très bon pour pouvoir traduire des caractères traditionnels. Donc ça c'est une des subtilités que nous on a, parce que les traducteurs de japonais n'ont pas ce genre de problématique. Euh, Au-delà de ça, du coup, donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut trouver quelqu'un pour traduire un titre pareil? Donc je me suis dit, bon, il y a bien quelqu'un qui a traduit des films de Hong Kong. À trouver l'info sur internet, c'est pas évident, parce que les vieux films de Hong Kong, etc., où il y avait des arts martiaux, ok, bon, ça c'est trouvable, mais on les a pas trouvés. En tout cas, c'était pas disponible sur internet. Puis je me suis dit, bon, quel grand titre a été traduit du chinois au français qui était dans ce milieu du wuxia. Je me suis dit, bon, le grand titre, c'est Tigre et Dragon. Tigre et Dragon, donc il y a eu la traduction du film, mais quelqu'un a dû traduire au roman. Donc je suis allé trouver la personne qui avait traduit les romans français, et je suis tombé sur une sinologue qui est maître de conférence à l'université de Montpellier et qui donnait des cours de chinois, et qui avait notamment traduit Tigre et Dragon, et qui est une grande spécialiste des contes traditionnels chinois. Donc on a trouvé une très bonne compétence pour traduire ce titre. Néanmoins, on s'est heurté à un moment à une problématique, c'est qu'elle avait un métier à côté qui lui prenait déjà énormément de temps. Et il fallait trouver une deuxième personne pour pouvoir l'accompagner pour la traduction de ce titre. Et elle m'a renvoyé vers un de ses étudiants,
donc Baptiste Gossin, qui lui était plus qu'un étudiant, puisque c'est quelqu'un de mon âge, hein, donc voilà, qui a plus de la trentaine passée, et qui avait du coup vécu plusieurs années en Chine, et qui accessoirement pratiquait aussi des arts martiaux. Donc, et qui était marié avec une chinoise. Donc voilà, donc du coup tout ça faisait que on avait quelqu'un quand même de très bon pour traduire Blood and Steel. Donc on l'a accueilli pour traduire la suite du tome 1, puisque donc ce dont je veillais qui avait traduit le tome 1 n'avait pas pu enchaîner aussi rapidement que ce qu'on voulait. Donc voilà, donc ça a été une aubaine pour nous, parce que trouver un traducteur comme ça sur des choses aussi spécifiques, c'est pas si évident. Au-delà de ça, donc du coup je vais vous montrer un peu dans la pratique comment on fait. Donc vous voyez, donc on reprend nos pages, hein. Donc on est dans du entre guillemets de la bande dessinée traditionnelle, hein, voilà, du manga avec des bulles, des cases, et en fait nous ce qu'on fait, alors là je vais vous montrer une copie. On prend le titre et on fait des petites annotations dessus. On met des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On numérote les pages. D'accord. Et quand on numérote les pages, on prend ensuite les onomatopées, les phylactères, tous les textes dedans, etc. Et on les numérote A, B, C, D, E, F, etc. Ensuite, du coup, le traducteur nous fait un petit tableau récapitulatif, hein, de page par page, avec du coup les A, B, C, D, etc. Et hop, nous remettre ça sous un petit document Word, avec sur le côté, là vous voyez aussi des commentaires pour essayer d'expliquer aussi des fois des choix de traduction qui n'étaient pas évidents, des fois avec des commentaires, dire bon qu'est-ce que vous en pensez, etc. si on fait ça de cette manière. Donc voilà, c'est hyper intéressant de voir la façon de travailler. Vous voyez par exemple, il y avait un débat sur le titre que j'ai dit, donc j'avais dit on appelle le titre Blood and Steel, parce que le titre était connu, enfin, sous ce nom-là pour son titre international, et en même temps la traductrice m'avait mis comme commentaire j'ignore si vous souhaitez garder titre anglais. Je pense que oui, puisque le manga est connu sous ce nom. Traduit littéralement du chinois, ça donne l'épée des fous d'arts martiaux. L'épée des fous d'arts martiaux, et ça faisait pas terrible comme titre. Voilà, mais c'est le genre de petits débats qu'on peut avoir avec les traducteurs. Donc ça, c'est un sujet toujours intéressant. Voilà, donc après, du coup, il y a le traducteur ensuite est payé à la page. Et du coup, donc il reçoit X euros, on va dire, ça va de 3 à 6 euros, on va dire, en moyenne, de ce que je connais en tout cas du marché, y compris pour les traducteurs de japonais. S'il y a des traducteurs japonais, dites-moi si je me trompe dans les tarifs, mais on est à peu près dans ces tarifs-là, donc 3 à 6 euros la page. Ensuite, il y a tout un travail qui est l'adaptation, c'est-à-dire faire une traduction littérale, c'est bien. Et après, l'adaptation, c'est quoi? L'adaptation, c'est qu'il faut pouvoir adapter le texte au public qu'on vise, et notamment au lecteur français. Je vais prendre un exemple un peu plus parlant, qui est celui de ce super titre de Pocket Chocolate, That Moment Maybe, donc qu'on a sorti en 2015, si je ne me trompe pas, 2016, je ne me rappelle plus, 2015. Qu'on a sorti en 2015 et voilà, qui baigne dans le milieu de la psychologie. Le héros est un psychologue. Problématique, c'est qu'en Chine, il y a très peu de psychologues. Et les notions de psychologie ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on a en France. En tout cas, les écoles ne sont pas les mêmes. Donc, voilà. Le titre de Manhua parle de la notion de transfert, etc. Donc ça, c'est quand même vachement compliqué. Au-delà de ça, on peut dire que les Chinois, quand ils parlent entre eux, ils ont tendance à parler de manière un peu, je dirais, mièvre. Et parfois, des fois, ça peut paraître un peu gnangnan. Et
c'est marrant parce que quand on a eu des critiques sur ce titre, on s'est dit ah le texte est vraiment formidable, etc. Mais pourquoi? Parce qu'on a travaillé comme des malades avec le traducteur aussi et j'ai moi-même travaillé du coup sur l'adaptation de ce titre pour l'adaptation justement. Alors d'abord l'adaptation au milieu de la psychologie. J'ai une grosse chance. Ma femme est psychologue. Donc du coup, elle a été de très bons conseils voilà, pour retravailler les textes. À un moment, on avait dû mettre une petite astérix, etc. Sur un terme. Et l'auteur chinois nous dit, mais attendez, je comprends pas, il n'y a pas d'astérix en chinois. Et j'ai dit, bah oui, on a adapté, on a utilisé un terme de psychologie qui existait en France, et donc du coup, qui nous permettait d'avoir une sorte de, de, de caution aussi scientifique sur notre travail, enfin sur ce que disent les personnages dans la bande dessinée. Et du coup, ça permettait mais en même temps, c'était un concept particulier, donc du coup, il fallait qu'on définisse. Alors plutôt que de définir dans le dialogue, on s'est dit c'est trop lourd, on a mis une petite astérix. Un genre de travail qu'on peut faire. Et parfois aussi, quand on a des trucs un peu gnangnan, et ben on découpe chaque. Enfin, à un moment, c'est l'adaptation. Parfois, c'est du travail de grosse découpe, quoi. Il faut vraiment prendre sur soi et dire bon, bah voilà où vous voulez aller l'auteur, voilà ce que comprennent les lecteurs français. Donc du coup, culturellement, il faut qu'on puisse adapter les choses à notre manière. Euh, donc ça, c'est pas évident. Ça a été un sujet à débat, hein, du coup, parce qu'il y a un ami de Pocket Chocolate, donc l'auteur de ce titre, qui est chinois et qui a dit à l'auteur, bah écoute, ouais, ils ont mal traduit le truc. Alors non, on l'a pas mal traduit, c'est qu'on a vraiment adapté au maximum. Et ça, c'est un travail juste monstrueux. Voilà, donc si vous voulez, alors, parfois le traducteur fait l'adaptation, des fois c'est nous-mêmes qui faisons l'adaptation, des fois on paye des adaptateurs aussi pour faire. Voilà, c'est en fonction des situations, ça peut varier, le tarif peut varier aussi pareil, l'équivalent d'un coût d'une traduction quoi, à la page. Au-delà de ça, ensuite derrière, le traducteur, normalement si on suit en gros les bonnes pratiques, doit pouvoir bénéficier de droits d'auteur ensuite. Normalement, dans la pratique, dans les bonnes pratiques, normalement, un traducteur devrait toucher ensuite, parce que du coup, il touche ce qu'on paye à la page, c'est ce qu'on appelle un avadoir, c'est une avance sur droit d'auteur à l'auteur. Et ensuite, du coup, une fois que ça s'est remboursé sur le pourcentage qui était prévu, donc qui doit être normalement entre 1 et 2%, ça peut être largement en dessous, des fois dans des contrats c'est à 0 tout simplement, ce qui en soi est illégal. Et il y a certaines pratiques chez certains éditeurs voilà, en la matière, que je ne citerai pas. Mais voilà, et donc du coup, si le bouquin est un succès, ça peut être une très très bonne affaire pour le traducteur. Je vous raconte pas ce qu'a touché le traducteur d'Harry Potter, par exemple. On a Edmond Touriol, par exemple, qui est le scénariste chez nous de l'équipe Z, qui est aussi le traducteur de Walking Dead. Voilà, donc c'est pareil, vous imaginez le nombre de Walking Dead qui sont vendus, donc lui, il touche, enfin, il touche un pourcentage nettement moins intéressant, c'est un très mauvais contrat, mais bon, voilà. En termes de volume, c'est toujours intéressant. Donc voilà. Nous, du coup, quand on est dans des volumes comme les nôtres, avant qu'un traducteur touche des droits, bon, il faut qu'on en vende quand même quelques-uns. Au-delà de ça, il y a une affaire célèbre dans le milieu, enfin en gros c'est la traduction de One Piece. C'est que historiquement, enfin c'est des bruits de couloir, hein, mais il y a le traducteur de One Piece qui au départ avait un très mauvais contrat où il ne touchait pas de droits d'auteur sur les ventes. Et au départ, effectivement, One Piece, ça se vendait pas tant que ça au tout début, puis bam, ça a explosé. Et du coup, quand il a toqué à la porte de chez Glénat pour voilà, demander ses droits, vous comprenez qu'il peut y avoir des négociations assez sévères. Donc je crois qu'il y a eu un arrangement qui lui a permis de voilà, bien s'en sortir et trouver un très bon arrangement entre tout le monde. Ce qui était son dû, hein, après tout. Donc voilà.
Ça, c'était quand même important. Euh, voilà du coup pour la traduction et l'adaptation. J'espère que ça vous aura intéressé. Je ne peux m'empêcher de vous dire de vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker au maximum, à partager aussi si vous aimez nos vidéos. Et puis comme ça, si vous aimez nos vidéos, tout le monde partage et ça fait parler de nos titres, etc. Voilà. Donc merci pour tout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo des rendez-vous d'ABD d'Asie. Au revoir.